Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver. Le thème de cette émission concerne nos aînés, nos parents et nos grands-parents. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique, mais duquel nous ne parlons pas assez, en l'occurrence les chutes chez le sujet âgé. Dans le monde, cette problématique représente la 5e cause commune de décès en gériatrie et considérée parmi les causes fréquentes de décès des personnes de plus de 75 ans. La morbidité secondaire aux chutes est liée par contre au type de fracture et à la gravité des blessures. Elle dépend également des conséquences psychosociales des chutes qui sont souvent importantes mais très difficiles à quantifier. Avec mes invités, on tentera de comprendre les circonstances des chutes des personnes âgées ainsi que les conséquences physiques et psychosociales. On verra également comment réduire leur retentissement sur l'autonomie. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Yacoubi Moustapha. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes chef de service orthopédie et traumatologie à l'EHS de Ben Aknoun. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Mihoubi Nedjet. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation également. Vous êtes spécialiste en anesthésie et en réanimation. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir le docteur Larkam Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédiste au CHU de Bab el-Oued. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Ben Amr Mustafa. Vous êtes chef de service médecine interne à l'hôpital de Ruiba. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes également président de la Société algérienne de gériatrie. Bienvenue à vous quatre pour parler de ce sujet qui, à mon avis, n'est pas suffisamment abordé dans les médias, pas assez de pédagogie. L'espérance de vie du citoyen algérien est passée de 47 ans dans les années de l'indépendance à plus de 76 ans en 2022. On a ajouté des années à notre vie, mais professeur Ben Amr, est-ce que vous pensez qu'on a ajouté de la qualité de vie à ces années? La qualité, je pense, lorsque vous avez vous-même précisé entre 47 ans et 76 ans la moyenne, avec 77 ans pour l'homme et 78 ans pour la femme. Donc c'est une preuve convaincante qu'il y a une amélioration de la vie et du quotidien du sujet âgé en Algérie. Parce que le fait qu'il y ait une augmentation de l'espérance de vie en Algérie, avec tout ce qu'il y a eu comme bouleversement, la lutte contre les maladies infectieuses, la vaccination massive de la population, l'amélioration des conditions économiques en Algérie, ont fait qu'il y ait cette augmentation de l'espérance de vie en Algérie. Et d'autre part, on remarque que le système de santé en Algérie a permis donc l'éclosion d'une multitude de spécialités qui prennent en charge les sujets âgés, que ce soit les structures hospitalières, que ce soit donc les spécialistes qui sont là-bas en Algérie. Je pense qu'il y a une amélioration dans la prise en charge du sujet âgé. Il y a aussi une amélioration dans la qualité de vie du sujet âgé en Algérie. Oui, mais vous ne pensez... on souscrit donc avec la déclaration donc, de l'OMS, puisqu'on vit actuellement la décade 2020-2030, qui nous a cette décade, nous dit qu'il faudrait bien sûr qu'il y ait un facteur, c'est-à-dire l'espérance de vie, mais il faudrait aussi qu'il y ait une bonne amélioration des conditions de vie de sujets âgés. Et je crois que c'est ça la politique actuellement, oui. ce qu'on fait actuellement. Mais beaucoup reste à faire, vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça, professeur Ben Amr, vous êtes président de la Société de gériatrie. Nous nous sommes rencontrés sur ce même plateau il y a quelques années. Oui. On parlait de votre ambition, justement, ou de l'ambition d'une manière générale, de créer des services de gériatrie, parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, on a à peu près 10% de la population qui est une population vieillissante. C'est quoi l'alternative aujourd'hui en l'absence de services de gériatrie? C'est-à-dire, madame, il ne faudrait pas poser l'équation service de gériatrie. Pourquoi? Mais à défaut, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, madame. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un service de gériatrie, il faudrait aussi, pas uniquement le médecin, mais tout un arsenal qui entoure ce médecin. Il faudrait qu'il y ait l'infirmier spécialisé, il faudrait qu'il y ait c'est-à-dire le système, comment on construit un service de gériatrie. Donc c'est pour cela qu'il ne faudrait pas, lorsqu'on expose le problème de la gériatrie, ne pas dire automatiquement un service de gériatrie. Pourquoi? Parce que si on essaie de voir l'historique de la gériatrie, on prend quelques pays occidentaux, ce n'est qu'à partir de 2004,
où il y avait l'éclosion de cette spécialité. Si on voit par exemple à travers le monde, ce n'est qu'à partir des années 70. Mais c'était un besoin, professeur, c'est pour ça que ça a été créé. C'est ça la question, madame. Et c'est-à-dire la gériatrie, c'est-à-dire répond à un besoin sociétal. C'est ça le problème. C'est-à-dire nous, on est arrivé à toutes les spécialistes sont tous d'accord qu'il faudrait qu'il y ait repenser cette et essayer de créer, c'est-à-dire des entités qui répondent à ce besoin de gériatrique. C'est pour cela on dit voilà, il faudrait qu'il y ait des unités de gériatrie, il faudrait qu'il y ait des services de gériatrie. Il faudrait que tous les spécialistes essayent de repenser cette situation qui répond à un besoin social. Aujourd'hui, voilà. il faut dire quand même qu'il y a un module qui est enseigné, ce qui est une nouveauté, et ce qui est un acquis aussi, un module de gériatrie, ce qui n'existait pas auparavant, un module de gériatrie qui est enseigné dans le cursus justement médical. Cette année, avec la refonte de l'enseignement médical, donc cette année, nous avons donc introduit le module de gériatrie. Le but, c'est essayer donc de faire comprendre aux futurs médecins de la nécessité de la prise en charge de ces sujets âgés et la particularité et la spécificité de prendre en charge ces sujets âgés. Si vous permettez, j'aimerais poser la même question à Dr Mihoub, qui est justement spécialiste en réanimation. Alors vous-même, vous me disiez en préparant cette émission que vous vous retrouviez très souvent dans l'obligation de garder un sujet âgé, même lorsque les soins en réanimation sont terminés. À quel point vous sentez aujourd'hui le besoin justement de créer des services de gériatrie ? Donc, pour avoir travaillé longtemps dans un service d'urgence, vous savez que je travaille au niveau des urgences médico-chirurgicales du CHU Lida. Donc, on recevait beaucoup de patients âgés pour fractures. Essentiellement, c'est les fractures de hanche, ce qu'on recevait au niveau des services d'urgence. Bon, soit c'est des personnes qui sont multitarées, qui ont besoin d'une préparation avant l'anesthésie, avant d'aller au bloc. C'est un vrai challenge de les opérer dans les 48 heures, donc on essaye d'essayer de les préparer pour l'intervention. Cette période, parfois elle est courte, parfois elle est longue, et ça dépend des tares du patient, des médicaments surtout, en termes d'anticoagulation. Ça prend beaucoup de temps pour qu'il y ait réversion. Tout ça, c'est en concertation avec l'équipe de traumatologie. Parfois, il y a des urgences qu'on ne peut pas attendre, donc on est obligé de les opérer telles quelles. Mais le problème se pose parfois avant l'intervention, c'est-à-dire ils sont hospitalisés au niveau des urgences, ils prennent un lit pendant 3, 4, 5 jusqu'à une semaine avant l'intervention, pas jusqu'à 10 jours, je peux dire. Et même après l'intervention, même la période post-opératoire, ils se retrouvent soit aux urgences, quand les services de chirurgicaux sont full. Donc, c'est des patients qui restent longtemps au niveau des services des urgences, or que normalement, un service d'urgence, un patient, c'est un transit. C'est 24-48 heures, il descend, il est préparé, il est pris en charge au niveau du bloc opératoire. La période post-opératoire, elle se fait idéalement dans un service de gériatrie, dont vous parlez, faute de service de gériatrie, soit il reste aux urgences, ou alors quand il y a l'affluence d'autres patients, les patients qui ont été opérés vont aller dans les services chirurgicaux pour laisser place aux nouveaux patients. Voilà, donc c'est un réel problème de prise en charge de sujets âgés. De sujets âgés. Oui. Ouais. Alors, docteur Mihoub en a parlé, les chutes du sujet âgé, d'ailleurs c'est le propos de cette émission. C'est un motif de consultation très fréquent, à ne pas sous-estimer, professeur Yacoubis. Absolument. Bon, je rejoins ce que vient de dire notre ami Mustapha concernant cette longévité qui a augmenté chez nous. Il a tracé tout ce qui est en rapport, entre autres le développement de la médecine. La médecine moderne a permis qu'il y a plein de pathologies qui tuaient avant et maintenant comme les cancers, comme tout ce qui est là, les cancers, etc. Donc oui, témoignage d'un chef de service, c'est que parfois on a le service full des sujets âgés, beaucoup plus les femmes que les hommes. Oui. Et il faut les opérer. Elle a bien dit notre consoeur, c'est qu'il y a un délai, c'est une urgence par excellence. C'est une urgence d'ordre vital. Ce n'est pas un problème fonctionnel. Sujet jeune, c'est un problème de consolidation d'une fracture. On les opère pour que la fracture consolide. Par contre, les sujets âgés, c'est pour leur éviter de sombrer dans une cascade qui est infernale. Là, une cascade, au bout de 24-48 heures, le patient peut décéder
suite à des complications du décubitus, à des complications en rapport avec les maladies chroniques. Les statistiques du service, au moins, ils ont 2 pathologies chroniques, l'hypertension artérielle et le diabète. Vous disiez que le risque de décès va jusqu'à 25%. Oui, 25%. Bon, il faut bien préciser les choses. C'est que c'est avec l'âge. De 70 ans à 90 ans, ça augmente je crois, de 12 à 13% jusqu'à 25%. 24-25%. C'est corrélé avec l'âge. C'est-à-dire 90 ans peut aller avec 90 ans, vu l'âge, etc. Donc, parfois, on est obligé d'arrêter un programme opératoire, la chirurgie froide, pour éponger. Pour prendre en charge ces personnes. Ces personnes, parce que c'est une urgence. C'est une urgence vitale. Je répète encore que c'est une urgence vitale. Oui, alors le monde s'oriente aujourd'hui dans toutes les pathologies, pas uniquement celle-là, mais peut-être que dans celle-là, comme disait le professeur Yarkoubi, c'est quand même une urgence, le pronostic vital est engagé. Donc le monde aujourd'hui s'oriente vers la prévention, parce que c'est moins coûteux, et parce que c'est plus efficace tout simplement. Est-ce qu'on peut parler de prévention et est-ce qu'on y arrive aussi en termes de chute du sujet âgé ? Bien sûr. Commençons par la fragilité osseuse, donc l'ostéoporose. Donc c'est quand même une pathologie qui peut amener à la fracture. Donc il faut l'ostéoporose, il faut la corriger déjà dès le jeune âge. C'est-à-dire déjà au début, il faudrait que les personnes aient un régime équilibré, d'accord, avec un apport calcique qui n'est pas négligeable, et puis un apport en vitamine D. La vitamine D peut être amenée par l'alimentation et par le soleil, et vous savez bien que nous sommes un pays quand même très bien ensoleillé. Ensuite, il y a l'environnement. Et à l'environnement, vous avez par exemple à la maison des sujets âgés, donc il faudrait faciliter l'accès aux choses usuelles de la vie. Il faudrait par exemple dans les salles d'eau qu'il n'y ait pas de sol glissant, ou bien antidérapant, voilà. Et puis vous avez les tapis. Vous avez les rallonges qui peuvent aménager l'espace de vie. Aménager l'espace de vie. Dans les salles d'eau, il faudrait qu'il y ait des appuis. D'accord. Et ensuite, il y a l'histoire de la vue. D'accord. Les sujets âgés, vous savez bien qu'ils ont des problèmes de vue. Absolument. On va revenir sur tous ces facteurs. Je vais vous inviter juste à regarder un reportage justement qui revient sur le risque de chute chez le sujet âgé, mais aussi sur la prise en charge. Regardez, c'est un reportage signé Fatah Hamada. Regardez. Les problèmes d'épaule tels que l'arthrose, les fractures ou les rhumatismes peuvent provoquer des douleurs intenses et une perte de mobilité, compliquant la vie quotidienne des patients. Au bloc opératoire, en compagnie du docteur Hamza Loussif, qui va procéder dans quelques instants à une intervention sur une patiente de 83 ans qui a eu un traumatisme complexe de l'extrémité supérieure de l'huméris. Heureusement, la prothèse d'épaule offre une solution innovante. À 83 ans, c'est très bien que c'est des patients ostéoporotiques. Et donc, faire une ostéosynthèse sur cette patiente, c'est quasiment impossible. La fracture est tellement déplacée qu'on ne peut pas tenter un traitement fonctionnel et une rééducation d'emblée, ça ne va pas marcher. Il existe 2 types de prothèses d'épaule. La prothèse anatomique est utilisée lorsque le tendon est intact et le capital osseux préservé, assurant une bonne fixation. La prothèse inversée, en revanche, est recommandée lorsque le tendon est endommagé ou rompu, car elle permet de modifier la structure de l'épaule pour restaurer sa fonction. On parle beaucoup des fractures du col chez les personnes âgées, mais on néglige souvent cette pathologie du fait que le traitement qui est constitué principalement par la prothèse inversée, plus exact. La prothèse inversée permet de retrouver une épaule fonctionnelle et sans douleur en 2 à 3 mois, avec une reprise d'activité physique après 2 mois. Cependant, elle peut causer une instabilité articulaire, des hématomes et des lésions nerveuses, et sa durée de vie est inférieure à celle de la prothèse anatomique. Si on prend à temps ce genre de patient, donc il faut agir très vite en fait. Dès que la patiente se fracture, on a quelques jours pour opérer avant la consolidation de la fracture. Parce que si la fracture consolide, ça sera un cal vicieux. Exactement, ça sera un cal vicieux. Et le résultat des prothèses sur cal vicieux est moins bon que si on traite immédiatement la patiente.
Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de limite d'âge pour bénéficier d'une chirurgie de l'épaule. Cette patiente de 83 ans en est l'exemple. Elle a retrouvé presque toute sa mobilité après seulement 3 mois de rééducation. Alors c'est une excellente nouvelle, professeur Yacoubi, quand on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas de limite d'âge. Le souci aussi, c'est de reprendre la mobilité. On en parlera tout au long de cette émission. Mais avant, il faut dire qu'en médecine, les choses généralement sont structurées. On essaye de comprendre quand il y a comme ça des chutes. Ce n'est pas banal et ce n'est pas anodin. On essaye de comprendre ce que disait tout à l'heure justement docteur Larkem, les facteurs qui ont amené cette personne. Est-ce qu'on fait des espèces d'enquêtes quand on a des personnes qui arrivent justement avec suite à une chute? Il est nécessaire de faire ces enquêtes. Pourquoi? Parce que, comme on le dit d'ailleurs, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire, il faut savoir que plus de 25% dans les 2 années qui suivent le premier traumatisme, en fait, la première fracture de la hanche, on aura, c'est-à-dire ces patients feront l'autre côté, le côté contralatéral. Donc, ça sous-entend que, en fait, il y a un problème de communication avec le patient. Il faut dire au patient que pas de chute, pas de fracture. Donc, si on fait un peu de la pédagogie vis-à-vis de ces patients, de la famille aussi, on est responsable de nos seniors, de nos aînés. Si on ne fait pas cette pédagogie, si on n'informe pas la famille que d'abord, on l'a opéré pour l'extraire du lit, alors que souvent, ils restent au lit, tout ça, parce qu'ils sont là, ils n'ont pas l'information qu'il faut les faire marcher. Parce que maintenant, avec les implants modernes, non seulement les extraits du lit, on les fait marcher grâce à ce développement des implants en orthopédie. Donc la pédagogie, c'est très important. Nous, sincèrement, je parle de notre service, nous, les chirurgiens, on a cette obligation d'informer. Si le patient il est en mesure de recevoir ces informations, cette manière un peu de gérer la suite. Sinon, il y a la famille, les enfants. Il faut les informer qu'ils risquent encore de faire d'autres fractures, parce que l'on en parlait maintenant, de l'ostéoporose. L'ostéoporose, ça ne touche pas uniquement le côté fracturé, ça touche tous les os du corps. Donc il peut très facilement se faire une autre fracture. Et là aussi, donc ça reste dans le truc des itératives, des fractures itératives. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Oui. Alors on a compris que l'ostéoporose faisait partie des facteurs justement qui vont amener le sujet âgé à faire des fractures. Les autres facteurs qu'on va chercher, alors on parle un peu de facteurs environnementaux et de facteurs qui dépendent aussi du malade, les facteurs intrinsèques. Est-ce qu'on peut les citer pour que les gens comprennent un peu plus précisément de quoi on parle? Il y a la chose la plus simple, c'est les personnes avec le temps, c'est-à-dire avec l'âge, nous avons ce qu'on appelle la fonte musculaire. Donc on appelle ça la sarcopénie. C'est-à-dire donc l'être humain avec le temps, il a des problèmes pour qu'il puisse se tenir, puisqu'il a ce qu'on appelle une perte de stabilité et d'équilibre. Nous avons les autres personnes qui ont un problème d'équilibre, c'est-à-dire au niveau de l'oreillette interne, donc ça pose un problème. Donc ça, c'est un autre problème. Les autres maladies qui ont les polypathologies. Parmi les pathologies qui peuvent poser des problèmes, vous avez le diabète, avec ce qu'on appelle soit l'hyperglycémie, surtout l'hypoglycémie, qui entraîne des chutes. Nous avons donc des patients qui ont des troubles cardio, des troubles du rythme, principalement ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire qui entraîne des syncopes. Donc les personnes peuvent tomber. Il y a les personnes, donc si on parle des facteurs environnementaux qui ont été déjà cités par notre ami, Monsieur Yacoubi. Il y a aussi peut-être les yeux aussi, avant de passer peut-être aux facteurs environnementaux, absolument. Parce que ça, c'est très important. Il y a des gens peut-être qui ont des cataractes et qui ne se font pas opérer, qui disent que c'est lié à l'âge, c'est tout à fait normal, alors que non, finalement. Alors, et la diminution de l'acuité visuelle, parce que les gens qui ont des glaucomes. C'est ça, Vous voyez, donc il y a la cataracte, c'est la complication la plus fréquente chez le sujet âgé, mais nous avons aussi le glaucome, bien sûr. Nous avons aussi les personnes qui ont des hypertensions artérielles et qui nous font des AVC. Par exemple, des AVC, des pertes mnésiques, des gens qui ont ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. Donc il y a beaucoup de maladies qui peuvent entraîner ce qu'on appelle la polypathologie chez le sujet âgé, qui peuvent être des facteurs qui causent la chute. Et qu'on doit chercher, absolument. C'est-à-dire et prendre en charge. C'est-à-dire lorsqu'on prend en charge un malade, et puis un autre facteur qui a été déjà cité par Mme Mehroubi, c'est surtout le problème de la polymédication, ce qu'on appelle l'iatrogénie. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui entraînent
Donc des problèmes chez la personne vigilance, de déjà, vigilance, oui. et puis ça entraîne Comme les la chute. psychotropes, par exemple, Voilà. les somnifères aussi. Voilà, tout cela, les, donc, ça les provoque citer. des problèmes et des chutes. Donc nous avons la polypathologie, nous avons l'iatrogénie, Oui. nous avons donc la sarcopénie chez le sujet âgé. Donc tous ces facteurs, lorsqu'ils s'entremêlent, ils entraînent ce qu'on appelle la chute. Ça, et puis nous avons les facteurs environnementaux qui sont très absolument. importants. Ça, on en a C'est parlé pour cela déjà. il y a l'apport de ce qu'on appelle les gérontologues, pas les gériatres, c'est les gérontologues qui nous donnent la conception d'un habitat conforme au sujet âgé. Ça a été déjà cité par Professeur mes Jacobi, amis, oui, par absolument. Kram, par monsieur. C'est surtout comment concevoir un habitat destiné au sujet âgé. Oui. Ça, c'est le grand Il y a aussi problème. les chaussures, peut-être ça peut paraître anodin, mais c'est très important aussi d'avoir des choses, d'être bien dans ses baskets, hein, Oui, il y a d'avoir les des chaussures Et confortables. puisqu'il y a les chaussures, il y a ce qu'on appelle le kinesitor down, il y a ce qu'on appelle donc, les sandales, etc., qui posent un Qui peuvent problème. glisser, absolument. Qui peuvent glisser. Donc, les chaussures. Il y a aussi les habits, madame. Oui. Il y a les habits, parce qu'il y a des personnes qui portent des habits qui sont trop longs et qui sont la cause, lorsqu'ils descendent des escaliers, ça peut leur poser des problèmes. C'est ça. Nous avons Oui. Donc, habillement et chaussures confortables, hein, c'est ça. Habillement, Et chaussures confortables. Docteur Larkham, alors comment détecter? Alors, on a compris qu'il faut éliminer tout ça, qu'il faut, voilà, quand on a une personne qui est malade, il faudra voir si elle n'a pas ce genre de problème pour comprendre un peu l'origine de la chute. Est-ce qu'on peut parler aussi de personnes à haut risque, hein? Professeur Jacobi a parlé tout à l'heure, par exemple, d'une chute, d'une fracture du poignet. Ça aussi, ça peut être un point qui doit nous alerter. Exactement. Les personnes à risque, ce sont les personnes qui présentent une ostéoporose déjà. Oui. Ce sont ces personnes-là On en a déjà parlé. Ces Oui. personnes-là qui risquent de faire plus de fractures que On va d'autres. avoir plus de femmes, hein, finalement, que Exactement, d'hommes. plus de femmes après l'âge de la ménopause. D'accord. Surtout cette tranche d'âge, mais je voulais revenir sur une chose, c'est que une patiente sur 5 décède une année après la fracture, et chez l'homme, c'est un homme sur 3. Et quand on ne traite pas cette fracture, la mortalité grimpe à 40% pour l'homme et 30% chez la femme. Donc vous voyez un peu l'importance de consulter. De consulter. Bon, consulter parce que les malades consultent, c'est une urgence. D'accord. Vous Donc, pensez que les malades aujourd'hui consultent, hein, même si, par exemple, la fracture n'est pas grave, même si la chute n'est pas grave? Est-ce qu'on n'a pas tendance, par exemple, à banaliser, à dire que c'est lié à l'âge, c'est tout à fait normal si je tombe? Vous savez, il y a des fractures, c'est ce qu'on appelle, nous, le type 1 de Gardner. Oui. Ce sont des fractures qui ne sont pas déplacées. Oui. D'accord. Et le malade, souvent, vient aux urgences parce qu'il a une petite douleur. Il vient d'ailleurs en marchant. Il ignore. Il l'ignore. Et c'est en faisant, justement, une radio qu'on découvre cette fracture. Donc, vous voyez un peu que des fois, on a ce genre de tableau. Voilà. Mais sinon, c'est des fractures qu'il faut, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, absolument essayer d'opérer dans les 48 heures. Parce qu'à partir de 48 heures, on a, si vous voulez, des complications qui peuvent déjà faire leur chemin. Et puis compliquer après le traitement. Donc c'est en quelque sorte une course contre la montre. D'accord. Donc voilà. Bon, elle a parlé du retard du traitement et tout ça. Bon, je pense que... Docteur Mirouk, justement, alors on parle aussi d'un risque de décès plus important quand le temps passé au sol est élevé. Ça aussi, c'est un paramètre. Oui, en fait, il y a une... C'est-à-dire quand le patient n'arrive pas à se relever, c'est ça? Ça veut dire quoi exactement? Vous voulez dire au moment de la chute? Oui. Vous voulez dire au moment de la chute? Alors 50%, j'ai trouvé 50% des chuteurs ayant dépassé 1 heure au sol décèdent dans les 6 mois suivant la chute. Je peux pas. Je n'ai pas de données, mais ce que je peux vous dire, c'est s'il a passé beaucoup de temps au sol, ça veut dire que la fracture elle est un peu complexe, ou alors qu'il y a d'autres facteurs associés, il y a d'autres fractures associées. Parfois il y a des traumatismes crâniens qui sont souvent omis. Parfois il y a d'autres traumatismes, des commotions pulmonaires. Vous voyez, donc il y a des choses sous-jacentes sont associées au tard du patient. Souvent le patient il est polytaré, il est sous traitement anticoagulant, donc peut-être qu'il y a un enclenchement d'un syndrome inflammatoire, d'une
d'hémorragie. Donc c'est ce qui fait que le patient reste au sol plus longtemps. C'est vrai qu'un patient qui se relève juste après, souvent c'est une fracture plus ou moins simple. Voilà. Oui. Alors, parce que je pose aussi cette question, parce que vous-même, vous en avez parlé dans d'autres occasions, professeur Yacoubi, vous avez parlé de l'importance d'apprendre à se relever, car il s'agit d'un moyen de prévention. Après une chute. C'est-à-dire de se relever après un traumatisme immédiatement. C'est pas très évident parce que quand on a une fracture du col du fémur, c'est connu, c'est classique. C'est ça la fracture du col du fémur, col ou extrémité proximale du fémur. On a deux. Il y a le col et aussi les fractures qu'on appelle trochantériennes. C'est caractéristique, c'est pathognomonique, c'est un sujet âgé qui tombe et qui n'arrive pas à se relever. Et il a une attitude. Pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un paramètre de gravité. C'est qu'il y a une fracture. Il y a aussi la déformation, c'est connu et tout ça. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que nous, il ne faut pas passer à côté d'autres. Tout à fait. Quand on tombe, s'il n'y a pas uniquement, peut-être, je ne sais pas, peut-être, il n'y a pas que la hanche qui est fracturée. Ce que vous disiez tout à l'heure, pour la patiente que vous avez reçue. Oui, l'impact crânien. Les femmes âgées, ils ont souvent des foulards et tout ça. Quand elles tombent, on ne remarque pas qu'il y a un impact crânien, on n'examine pas. Il faut que l'exploration soit complète. Il est nécessaire de tenir compte de cette chute, qu'elle n'a pas uniquement, n'a pas uniquement été à l'origine d'une fracture de la hanche ou à notre segment de l'appareil locomoteur. Il faut penser aussi au traumatisme, attention aux côtes, attention au traumatisme du rachis, attention, le rachis aussi, il est fragile. Le rachis, il est porotique. Donc il y a aussi des risques de se fracturer ce rachis et d'avoir des séquelles. Des séquelles. Donc il faut considérer ce sujet âgé qui chute, pas uniquement là ce qui est évident. Il y a une déformation, là, il faut examiner complètement. Et là, c'est là peut-être que je rejoins notre consoeur concernant cette éventualité du danger, d'avoir d'autres traumatismes et des conséquences. Les conséquences des chutes sont dramatiques. On n'arrête pas de le rappeler sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, avec une perte d'autonomie qui peut aller jusqu'à 40% ou peut-être plus. Docteur Benhamel. Il y a deux points. Il y a le problème de l'isolement avec le temps, c'est que parce que cette personne nécessite un aidant, une tierce personne qui doit le prendre en charge, et parfois il y a un accompagnement, ce qu'on appelle un aidant. Et le deuxième problème, c'est la perte de l'autonomie. Donc ce sont deux facteurs qui aggravent la situation du sujet âgé, à savoir la perte de la dysautonomie et l'isolement, qui augmente avec le temps. Et le deuxième problème, c'est les complications de l'alitement au long cours. C'est-à-dire, il a bien précisé, M. Yacoubi, ce qu'on appelle le lever précoce. C'est-à-dire c'est la tendance actuellement, lorsqu'on a une fracture au niveau du col, on essaie donc de faire le lever. Parce que tout l'alitement, il a ses complications propres. C'est-à-dire, en fait, dans les objectifs des traitements, si je me permets, alors la première chose, c'est bien sûr de sauver le sujet, et la deuxième des choses, c'est d'assurer une mobilité une autonomie. Une mobilité précoce. Et puis nous avons les complications de l'alitement au long cours. Tout alitement, il aura comme effet des complications, les complications qui sont connues, à savoir les complications thromboemboliques, les infections principalement pulmonaires et urinaires. Nous avons les complications de la dénutrition, la déshydratation, les thromboses et surtout les escarres. Ça, c'est un gros problème. Absolument. Voilà. Alors, les fractures, pour rester dans l'orthopédie justement, les fractures les plus fréquentes, docteur Larkem. Alors on a tendance à parler beaucoup de la fracture du col de l'extrémité supérieure, c'est-à-dire au niveau du bassin. Le sujet âgé, quand il tombe, quelles sont les fractures pour avoir les plus fréquentes, c'est les fractures du col. C'est les fractures du col. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était les membres supérieurs. C'est pas les membres supérieurs, c'est pas les poignets. Alors ça dépend peut-être des services. Alors chez vous, vous voyez peut-être. Oui. Peut-être vous voyez plus le col du fémur. Peut-être plus. Oui. Peut-être plus. D'accord. Peut-être un peu plus. Ou bien. Aujourd'hui, dans la littérature, je pense qu'on rapporte plus les membres supérieurs. Oui. Effectivement. Parce que le poignet, c'est une fracture. Je peux permettre. Oui. Peut-être celle du col du fémur, c'est la plus redoutée. C'est la plus grave. Absolument. La première fracture, et qui est une alarme d'ailleurs, et qui apparaît précocement. C'est à partir de 50 ans.
on fait la fracture d'extrémité inférieure du radius. Pourquoi? C'est un réflexe. Quand on tombe sur le talon de la main. Oui. C'est une protection, on protège le corps. Donc c'est la première fracture. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'elle est banale. On la traite parfois, soit un traitement orthopédique, soit quelque chose qu'on peut D'ailleurs, faire c'est un comme ça, symptôme de mesure de l'ostéoporose, brochage. hein, C'est par c'est le premier excellence. symptôme. Et c'est ça qui doit déclencher ce qu'on appelle fracture-capture. Maintenant, ça se fait en collaboration avec les services nous, on a un papier qu'on remplit et qu'on adresse pour explorer cette ostéoporose, surtout le degré de cette ostéoporose et le risque fracturaire. C'est la DMO. Mais maintenant, c'est automatique. Absolument. C'est la DMO. C'est grâce à ça qu'on a pu faire des statistiques. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on a commencé à faire ça. On a commencé à faire ça avec le professeur Dahoua Bablouad aussi. J'étais avec son équipe dans ce sens. Je ne sais pas si ça continue à se faire actuellement à Bablouad. Et là, on revient à cette fracture qui est banale, mais ça, c'est un message une très alarme. important, professeur Yacoubi, justement à transmettre aux gens qui nous regardent. C'est-à-dire, si vous faites une fracture du poignet à l'âge de 50 ans, il faut être d'alerte, il faut faire attention. Exactement, il faut aller consulter. Maintenant, normalement, ça devait se faire automatiquement. L'orthopédiste, le chirurgien orthopédiste, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur, doit orienter cette patiente, généralement c'est les femmes, en rhumatologie. Ils savent ce qu'il faut faire, il y a tout un bilan à faire et tout ça, et entre autres la DMO, et voir s'il y a des risques fracturaires. Là, c'est une prévention. C'est rien la fracture du poignet quand on l'opère, quand on. C'est-à-dire, déjà, s'il y a une ostéoporose, il faudra la prendre en charge. Absolument. Risque qu'elle fasse plutôt une fracture beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus mortelle, qui est donc la fracture d'extrémité proximale du fémur. Alors, le drame aussi, peut-être, vous pouvez me le confirmer, c'est que les personnes généralement qui chutent, ce ne sont pas les personnes grabataires. Vous êtes d'accord avec moi, docteur Youb? Ce sont généralement les personnes indépendantes qui ont une autonomie. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de cette importance justement de reprendre son autonomie. Voilà. En fait, c'est des personnes qu'on a envie d'opérer et on a envie qu'ils reprennent leur autonomie comme d'avant l'intervention. Voilà, donc on a envie de les rendre dans la même situation d'avant le traumatisme, si vous voulez. Donc, souvent, c'est des patients, même s'ils avaient leur autonomie, c'est des patients âgés. Quand on les reçoit aux urgences, ils sont déshydratés, ils sont dénutris, ils sont anémiques, ils sont tarés. Donc, il y a l'appareil cardiovasculaire, il y a l'appareil urinaire, il y a aussi le foie aussi. Donc, pourquoi je parle du foie? Parce qu'il y a les médicaments. Donc, nous, en tant qu'anesthésiste, on ne peut pas prendre en charge un sujet âgé et un sujet jeune qui n'a aucune tare de la même manière sur le plan anesthésique. C'est vraiment pas la même chose. Et même la préparation, je dis réanimatoire, parce que normalement c'est une préparation médicale. Parfois elle est réanimatoire quand ils arrivent dans des états graves, choqués, mais souvent c'est un traitement médical. Donc on fait une réhydratation pour éviter les insuffisances rénales. On les met parfois quand la durée entre l'intervention et l'hospitalisation est longue, on les met même sous traitement anticoagulant pour éviter tout ce qui est problème, complications, maladies thromboemboliques. Voilà, donc souvent c'est des patients qui arrivent. On y arrive finalement. Oui, on y arrive. Heureusement, c'est vrai qu'il y a une morbimortalité, je dis bien périopératoire, c'est-à-dire pér et post-opératoire très très importante chez cette tranche d'âge-là, et surtout pour cette fracture. Nous, au niveau des urgences médico-chirurgicales. Fracture du col du fémur, vous êtes en train de. C'est l'extrémité supérieure du fémur exactement qui est la plus fréquente. Je peux vous dire que après tant d'années d'exercice, les fractures du poignet, on n'en voit pratiquement pas. Et souvent, surtout les hanches. D'ailleurs, on fait un planning tellement il y a un cumul on fait une sorte de programme aux urgences. On les fait la journée parce que c'est des malades assez. Peut-être la fracture du poignet, elle n'atterrit pas en réanimation. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Non, je parle du service d'urgence. Elle n'atterrit pas en réanimation. Mais en tant qu'anesthésiste, on est obligé d'aller vers ces patients pour les préparer pour l'intervention, effectivement. Mais les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, souvent, elles atterrissent en réanimation justement par défaut de spécialité de gériatrie, de service de gériatrie, pour prendre en charge tout ce qui est troubles hydroélectrolytiques, dénutrition, infection, que ce soit pré ou post-opératoire. Absolument. Voilà. Alors les conséquences, on parle des conséquences physiques depuis tout à l'heure, professeur Benhammer, mais il y a aussi les conséquences psychosociales qui sont très importantes. Vous en avez touché un mot en parlant de l'isolement justement. Elles sont importantes, mais difficiles à quantifier. Souvent, on parle de cette peur de récidive. Professeur Yacoubi, je vais vous donner aussi la parole parce que vous me disiez tout à l'heure,
que vous n'arrêtez pas de sensibiliser la famille pour que cette personne reprenne sa mobilité, mais c'est toujours pas facile. Peut-être aussi que ça ne dépend pas uniquement de la famille, mais ça dépend aussi du malade qui a souvent peur. Oui, ce de qu'on la appelle récidive. la peur de la récidive. Absolument. Et la peur de la rechute. Et parmi donc, les conséquences de cette Ça, c'est un peur des de la premiers rechute, freins, justement, de... oui. Oui. Donc la personne donc, va s'auto-inhiber, c'est-à-dire il y a une inhibition de la personne, donc elle va diminuer ses déplacements quotidiens, et c'est une source donc d'isolement chez le sujet âgé. S'il y a l'isolement chez le sujet âgé, il y a automatiquement, avec le temps, la perte de l'autonomie, et puis la les tristesse troubles, aussi, la on rapporte aussi la des états de dépression, ce qu'on absolument. appelle un syndrome de glissement. Oui. On appelle ça en psychiatrie le syndrome de glissement, et ça va entraîner avec le temps des troubles cognitifs. Donc ça a été remarqué, c'est une chaîne. À partir de cette peur, à partir de cet isolement, vous aurez donc avec le temps le C'est quoi trouble cognitif. Justement, on parle du syndrome post-chute. Ça se rapporte un peu à un syndrome post-traumatique, hein, à peu près. Oui, c'est ça. Oui. C'est que la personne, elle a donc, elle a chuté, elle sait, c'est-à-dire cette image dramatique d'une chute, automatiquement, elle a cette crainte de rechuter. C'est tout à fait naturel. Alors, qu'est-ce qu'on craint dans l'absolu? On en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on craint dans l'absolu? Alors, dans l'absolu, quand on parle de la chute du sujet âgé. Vous savez, 50% de ces patients ont des problèmes de... C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas leur autonomie, 50%. Donc, d'où l'importance de l'accompagnement de ces patients. Vous m'avez dit... Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? Alors, d'abord la récidive, d'abord. Et ensuite, il y a des patients, après une fracture, ils dégradent leur tare. Oui. D'accord? Ils dégradent leur tare, et puis, bon, des fois, ça amène à des complications même difficiles à gérer. Et puis il y a le syndrome du glissement, c'est une dépression. Le patient ne s'alimente plus, il ne réagit plus. Et là, le rôle de la famille est très important. Je vais donner la parole justement à professeur Yacoubi, parce qu'il tenait absolument à adresser un message aux familles. Alors, vous disiez que vous, après la prise en charge justement de ces patients, ils arrivent à marcher. Oui, malheureusement, à titre d'exemple, l'évolution de la médecine, l'évolution de la chirurgie orthopédique, l'évolution des implants. Maintenant, avant, le but, c'était l'extraire du lit, c'est-à-dire essayer du moins de le mettre au fauteuil, déambuler, tout ça. Maintenant, il y a des implants qui permettent de marcher le lendemain. Que ce soit ce qu'on appelle maintenant les clous PFN et tout ça, qui permettent immédiatement la marche pour les fractures trochantériennes, et maintenant aussi pour il y a la chirurgie prothétique. La prothèse pour le sujet âgé, c'est pas comme le sujet jeune. Le sujet jeune fait tout pour conserver cette tête qui s'est fracturée. Par contre, le sujet âgé, on enlève cette tête. Pourquoi? Parce que si on synthèse cette tête, il ne pourra pas marcher. Si on met un visage. Par contre, pour lui éviter ce problème de ne pas marcher, de ne pas commencer à marcher, on lui met une prothèse. On lève la tête, c'est un truc rapide. On remplace par une tête artificielle, c'est la prothèse. Donc tout ça, il faut que les parents, parce que le sujet âgé, vient de le dire notre ami Mustafa, le sujet âgé, parfois, quelqu'un qui a 80 ans, 90 ans, et les capacités intellectuelles sont diminuées. Donc parfois, ils ne sont pas aptes à avoir cette information, à comprendre. Mais nous, les adultes, nous, c'est nos parents, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on écoute le médecin, il faut ce qu'on leur dit comme chose à faire, il faut qu'ils pratiquent tout ça. Parce que, vous savez, il y a des patients qu'on opère et qu'on les fait marcher. Et après, ils ne reviennent pas en consultation. Vous savez pourquoi? Décèdent. Parce que tout simplement, tout le travail qui a été fait, et qui a été fait pour que le patient commence à marcher, reprenne sa vie, et bien les parents, en fait, la famille, les accompagnateurs, la famille ne suit pas. Et on le laisse au lit. Et voilà, continue avec son problème de glissement, son problème de décompensation des parts, etc. Il décède. La place de la chirurgie, entre parenthèses, la place de la chirurgie dans la prise en charge, elle est très importante. Elle est très importante. Elle est obligatoire d'abord. Il faut tout faire pour les opérer.
Oui. Avant, on a vu tout à l'heure dans le reportage que tout le monde peut être opéré aujourd'hui. Il n'y a pas une limite d'âge. Ni la limite d'âge. On a mis une prothèse chez une patiente d'un siècle. Oui, d'accord. Récemment. Elle est sortie en marchant. On a même la vidéo et tout. Si Mustafa, je témoigne, ma grand-mère. Ouais, exactement. 102 ans. 102 ans, elle est sortie en marchant. Voilà, Donc ni l'âge n'est pas tombé. Pardon. Maintenant aussi, je rends hommage aussi à nos réanimateurs. À titre d'exemple, nous avons une équipe de réanimation hyper, compétente. Oui. C'est le développement de la réanimation aussi. Je pense justement qu'elle veut prendre la parole, docteur Mihon. Justement, j'ai envie de parler. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous entends parler des facteurs qui empêchent en fait les patients, qui empêchent le patient de déambuler au bout de 24 heures après l'intervention. Un des facteurs les plus importants, c'est la douleur. Donc la douleur, il faut qu'elle soit prise en charge d'une manière optimale. Il faut qu'il y ait des protocoles. C'est ce qui n'existe pas malheureusement dans nos structures. D'une manière générale, quand on parle aussi des chutes, déjà, on n'a pas vraiment de protocole aujourd'hui. On n'a pas de protocole en termes de chute, de fracture ou surtout, notamment pour le sujet âgé. Oui, voilà, pour le sujet âgé. Et pourquoi je parle de la douleur? Parce qu'en fait, c'est ça qui permet aux patients de se relever. En fait, pour la douleur, que ce soit pour les sujets jeunes ou pour les sujets âgés. Parce qu'en fait, une personne qui a mal, elle va pas bouger du lit, même si elle a 20 ans. Une personne qui n'a pas mal, elle peut déambuler dès le lendemain. Un sujet âgé, avec l'aide de la famille, avec tous les facteurs que vous avez cités tout à l'heure, s'il a pas mal, il va se relever le lendemain. Il va faire des efforts avec l'aide. C'est un grand frein finalement, exact. La douleur. Voilà. Donc, il y a un protocole déjà en intra-hospitalier, si vous permettez. Oui, bien sûr. Il y a un protocole une fois sorti à la maison. Voilà. Et nous, en tant qu'anesthésistes, on a des techniques d'anesthésie, ce qu'on appelle les techniques d'anesthésie loco-régionale. Déjà, pour prévenir tout ce qui est décompensation de tâches chez ces patients, on favorise ça par rapport à l'anesthésie générale. Et on a aussi des techniques d'analgésie loco-régionale. C'est-à-dire qu'on peut injecter, ou alors même les chirurgiens, ils peuvent infiltrer in situ au niveau des plaies opératoires des anesthésiques locaux qui permettent... Ça, c'est en post-opératoire. Effectivement, c'est des choses qui se font en péropératoire, parfois en préopératoire, et qui vont s'étaler sur une bonne période en post-opératoire. On peut même mettre des cathéters d'analgésie post-opératoire, voilà, des blocs qui peuvent rester là pendant 2-3 jours. C'est-à-dire que le patient, il est dans une condition optimale, il a pas mal. Alors, s'il y a l'assistante de sa famille, s'il y a l'assistante des soignants, il ne fera que se relever le lendemain. Oui, mais il faut quand même que les conditions soient réunies justement pour lui faciliter cette levée précoce. Ça, c'est un point très important. Non, juste, je rajoute quelque chose, peut-être mon collègue... Docteur Larkin, oui, allez-y. Quand on synthèse une fracture et quand on met une prothèse, on a moins mal. Nous, on le fait marcher. Le lendemain de l'intervention, le patient commence à marcher. C'est vrai qu'il y a un peu de douleur. Ça reste une chirurgie quand même. Ça reste une chirurgie. Ça reste une chirurgie quand même. Mais la douleur de la fracture, elle est beaucoup plus importante que la douleur après l'intervention. C'est vrai qu'il y a des douleurs. Là, je vous... Oui, docteur Larkin, alors, objectif des traitements, levée précoce, reprise de l'autonomie, on va dire comme ça. Oui. Éducation. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de réapprendre à bouger sans tomber? Exactement. Oui. Alors, vous savez, on l'a dit, le but du traitement, c'est de remettre le patient debout et qu'il se remette à la marche. Parce qu'il faut dire que cette mobilité le protège de beaucoup de choses. C'est ça qu'on va expliquer aussi. Exactement, le protège de beaucoup de choses. Et donc, après une intervention, après une prothèse ou bien après une synthèse d'une fracture pertrocantérienne, les patients sont mis à la rééducation le plus tôt possible aussi. Ça, c'est un autre problème aussi. Souvent, c'est aux frais du patient. Vous savez, déjà, nous, on commence dans le service parce que le patient, surtout les personnes... Ça reste insuffisant quand même, docteur Larkin. Je veux dire, en termes de patients, du nombre de patients. Oui, c'est vrai. Des fois, on est débordé, c'est vrai. On l'a dit. Des fois, on arrive à arrêter un programme rien que pour traiter ces personnes qui ont des fractures. D'accord? On arrête carrément le programme. Donc, c'est des malades prioritaires. C'est ça. D'accord. En rééducation, on disait? En rééducation, dans les services d'orthopédie, en majorité, on a des kinés. On a des kinés. Et c'est eux qui s'occupent de ce malade juste en post-opératoire. Donc, en général, quand on met une prothèse, par exemple, ou bien quand on met une synthèse, d'accord, un clou gamma ou autre, donc le rééducateur
il s'occupe du malade déjà le lendemain de l'intervention. D'accord. Il y a des exercices à faire. Et puis, si le malade se sent bien, s'il n'a pas mal, s'il n'a pas de vertige, s'il est bien équilibré, tout ça, le deuxième jour, il commence à marcher, à déambuler. Il est en position assise. Ensuite, on le met à la marche. C'est vrai que les patients, comme on est débordé, on ne peut pas les garder pendant longtemps. Hein. Donc, on les fait sortir en général vers le 4e, 5e jour, et puis on leur donne des lettres pour continuer la rééducation. Pour continuer en ville ou bien dans des hôpitaux spécialisés. Oui, alors l'objectif est d'améliorer l'équilibre. Quand on parle de réapprendre à marcher ou sans tomber, alors est-ce qu'il y a des exercices aujourd'hui qui sont disponibles justement, docteur Ben Amer, pour améliorer l'équilibre de ces personnes? Parce qu'à l'origine, quand on chute, c'est que quelque part on a perdu son équilibre. C'est ça. Donc c'est pour cela qu'il faudrait agir sur les facteurs qui ont favorisé cette chute. Et deuxièmement, faire des exercices pour, comme vous avez bien précisé, ce qu'on appelle réapprendre à marcher. Parce que le grand problème avant, pourquoi il y avait cette levée précoce, parce qu'avant, on laissait les malades s'éterniser, entre guillemets, donc avec l'alitement, et ça provoque les indications n'étaient pas les mêmes avant. Oui, c'est pour cela, on a parlé dès le départ, cette évolution prodigieuse donc, de la chirurgie dans le monde et en Algérie, parce que nous avons beaucoup de compétences qui prennent en charge ce genre de personnes, et on voit les résultats. Donc il y a les chirurgiens font leur travail, les kinésithérapeutes font leur travail. Maintenant, c'est aux familles de s'investir parce qu'on ne peut pas garder éternellement un patient. Donc en chirurgie, on ne peut pas le garder éternellement pour la kinésithérapie, pour le faire apprendre. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait un investissement de la famille au sein donc de la famille elle-même et pour que le patient puisse donc sortir de ce cap qui est un petit peu dangereux pour lui. Oui, absolument. Alors les bénéfices du maintien d'une activité physique, c'est très important, ça aussi, on parle de rééducation, mais d'une manière générale, d'une activité, on va dire, le maintien de l'activité et de la mobilité. Vous voulez dire ? Oui, chez ces personnes. Le bénéfice, c'est déjà d'éviter la première des choses, toutes les complications de décubitus, les infections, les escarres, parce que souvent les patients ils décèdent par ce genre de problème. C'est la grabbatisation. C'est ça. Ou alors ils décompensent leur tare déjà préexistante, cardiaque ou pulmonaire ou autre. D'accord. Donc il y a aussi le côté neurologique, cognitif et tout, dépression et tout ça, ça favorise pas du tout la prise en charge. Donc plus tôt il se lève de son lit et mieux c'est pour lui. Mais c'est clair. Sur tous les plans. Oui. Il faut dire aussi que sur le plan ostéo-articulaire également, ça augmente la résistance de la matrice osseuse. Vous savez, les gens qui partent, les astronautes qui partent pour 6 mois, vous savez, quand ils reviennent, ils n'arrivent pas à marcher. Ils font de l'ostéoporose parce que l'os, il travaille en charge. La solidité, d'ailleurs, nous, on favorise, quand on a des fractures, après un cal fibreux, on favorise, on encourage qu'il y ait l'appui. Pourquoi ? C'est pour le consolider. L'os est un tissu vivant et qui travaille en charge. Il se solidifie en charge. Donc, le sujet âgé, s'il veut, en plus éventuellement de traiter l'ostéoporose et tout ça, si on veut vraiment éviter éventuellement d'autres fractures et d'avoir des os beaucoup plus solides, il faut qu'il travaille. La deuxième chose, c'est les muscles. Oui, ce que disait tout à l'heure, c'est les muscles. Si vous avez des os et les muscles sont complètement, pathoniques, qu'est-ce qui verrouille les articulations ? Qu'est-ce qui verrouille les genoux ? Si on n'a pas des muscles, etc. Tout ça, le rachis également. Donc il faut cette tonicité musculaire, et comment l'avoir ? C'est par des exercices, par des renforcements musculaires, de la rééducation, et là aussi pour apporter cet élément important. Il y a un bénéfice, absolument. Oui, il y a un bénéfice également neurologique et psychique, ça c'est très important aussi. Et je reviens... L'isolement, encore une fois. Je reviens à ce que disait notre ami, heureusement il est là, notre gériatre, et il fait un travail très très important en matière de gestion de tout ce qui est gériatrique. Revenons au problème psychologique. C'est à la famille. C'est à la famille. Cette peur, cette appréhension, il faut que la famille n'encourage pas le contre, parce qu'ils peuvent être du côté du patient, dire il ne faut pas qu'il retombe, parce que c'est un vécu dramatique.
Vous savez ce que ça veut dire entre blocs et tout ça. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui peuvent apparaître, etc. Des risques de sepsis, des risques de complications en rapport inhérents au truc d'anesthésie, etc. Donc, la famille est là aussi à jouer le rôle psychologique et de plutôt d'encourager à qu'il reprenne sa vie antérieure que comme ça de rester peureux, comme ça, rester avec cette appréhension. Professeur Ben Amer, alors dans les pays qui nous ont devancés, justement dans la prise en charge des sujets âgés, on a pensé à instaurer des plans nationaux pour lutter justement contre les chutes du sujet âgé. On n'en est pas encore là, mais on pourrait peut-être penser à des schémas de prise en charge ou de prévention multifactorielle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, il faudrait voir la multidisciplinarité de ces chutes. C'est pour cela donc l'apport de chacun de nous, quel que soit dans sa spécialité, pour qu'on puisse donc élaborer un programme national de prévention contre la chute. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Oui. Alors on termine avec peut-être un conseil. Rappelons les règles élémentaires pour ne pas chuter, peut-être pour les personnes âgées. D'abord, il y a cette pathologie qui guette un peu surtout les femmes post-ménopause, d'accord, et les femmes âgées, même ça touche même les hommes. C'est l'ostéoporose. C'est pas vraiment âgé, quand on parle des femmes, c'est à partir de 45 ans, c'est ça. Oui, des femmes, malheureusement. Oui. Mais en tout cas, c'est une pathologie qu'il faut corriger. Et Dieu merci, prendre en charge. Nos collègues rhumatologues prennent très bien en charge cette pathologie. Oui. D'accord. Donc il y a ça. Donc avec tout ce qui entoure ces causes d'ostéoporose et tout ça, là je ne vais pas toutes les citer, l'alcool, le tabagisme, les antidépresseurs, les corticoïdes, il y a certaines pathologies, le diabète et tout ça. Qu'il faut surveiller. Ensuite, il y a l'entourage. Il y a l'entourage, on en a parlé tout à l'heure. À la maison, il faut éviter tout ce qui peut entraîner la chute du sujet, corriger la vue, corriger d'éventuels tares, surtout cardiaques et le diabète aussi. Donc ce sont tous ces facteurs-là qui vont c'est-à-dire réduire le risque, justement. Réduire le risque. Oui, ce sont donc des moyens de prévention des chutes et de leurs conséquences. Alors, je rappelle brièvement qu'il faudra aussi penser à aménager le domicile, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et puis porter aussi des vêtements et des chaussures confortables pour éviter qu'on chute. Et puis parfois aussi ne pas avoir de gêne à utiliser des moyens pour déambuler comme des cannes ou le bras d'un tiers tout simplement, une personne de sa famille. Merci messieurs, dames d'avoir participé à cette émission et à cet effort de sensibilisation. J'espère qu'on a pu répondre ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez à ce sujet. Cette émission est à présent terminée. Je vous retrouve samedi prochain et on parle des intoxications alimentaires. Au revoir.